Une décision brutale a fermé les portes maritimes du Sahel en pleine crise régionale. En quelques semaines, les ports d'Abidjan et de Cotonou ont immobilisé des milliers de conteneurs, tandis qu'un corridor vers Lomé absorbait un trafic en hausse de près de 300 sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Ce pivot logistique interroge votre propre lecture du rapport de force en Afrique de l'Ouest, car derrière l'asphalte et les camions, c'est la souveraineté économique de millions de personnes qui se joue désormais dans un silence stratégique que peu avaient anticipé. Vous êtes sur le point d'entendre une analyse que beaucoup évoquent sans jamais la dérouler jusqu'au bout, parce qu'elle touche à la souveraineté réelle, au rapport de force économique et aux choix stratégiques qui redessinent l'Afrique de l'Ouest. Vous comprendrez comment un corridor fermé a déplacé des milliards, reconfiguré des alliances et transformé une contrainte géographique en levier politique concret. Ce n'est pas une histoire pour auditeurs distraits. Si vous quittez maintenant, vous risquez de réduire cette séquence à un simple épisode de sanctions régionales. Vous passerez à côté des mécanismes logistiques précis, des décisions calculées et des effets en chaîne qui ont permis au Sahel d'éviter l'asphyxie annoncée. Vous laisserez d'autres interpréter à votre place ce que signifie réellement ce tournant pour Ibrahim Traoré Burkina Faso et pour l'équilibre du commerce ouest-africain. Rester, c'est choisir de comprendre la dynamique complète plutôt que d'en accepter une version fragmentée. Contrairement aux attentes formulées fin 2023, l'effondrement économique du Sahel n'a pas eu lieu, au lieu d'une asphyxie en quelques semaines. Le bloc des États sahéliens a redirigé ses flux commerciaux et stabilisé son approvisionnement vital au plus fort des sanctions. Près de 70 millions de personnes dépendaient d'axes logistiques soudainement interrompus, un chiffre qui donne la mesure du risque systémique. Le point de départ est clair, la fermeture coordonnée des principaux ports utilisés par le Mali, le Niger et le Burkina Faso visait à exercer une pression politique maximale. Les conteneurs de médicaments, de carburant et de pièces détachées sont restés bloqués sur les quais atlantiques. Les frontières ont été verrouillées, les camions immobilisés, et l'hypothèse dominante annonçait une flambée rapide des prix suivie de troubles sociaux. Mais la dynamique a bifurqué. Plutôt que de subir, les capitales sahéliennes ont cherché une alternative opérationnelle. Le regard s'est tourné vers le sud-est, vers un littoral qui n'avait pas rejoint le siège économique. Cette ouverture vers Lomé a initié un basculement discret mais structurant. Soutenu politiquement par Ibrahim Traoré dans le cas du Burkina Faso, les premiers touchés furent les transporteurs et les importateurs privés, confrontés à l'arrêt brutal de leur chaîne d'approvisionnement. Très vite, les consommateurs urbains ont ressenti la tension sur certains produits stratégiques. C'est à ce moment précis que la question ouverte au début prend tout son sens. Car ce qui semblait être un simple détour logistique s'est révélé être une redéfinition du rapport de force régional. Dans ce contexte tendu, un acteur s'est imposé comme point d'appui stratégique, le leadership burkinabé, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a choisi de traiter la crise non comme une fatalité géographique, mais comme un problème d'ingénierie logistique à résoudre. À Ouagadougou, les équipes techniques ont accéléré les discussions avec Lomé afin de sécuriser un corridor fonctionnel vers la mer. Un responsable du secteur du transport décrivait alors une situation inédite. Les itinéraires habituels étaient coupés, mais de nouvelles autorisations de transit étaient négociées en urgence, redéfinissant les priorités en quelques semaines. Dans le même temps, des opérateurs privés confirmaient que les flux, initialement paralysés, reprenaient progressivement via le Togo. Ce n'était pas un simple ajustement ponctuel, mais le début d'une réorganisation structurelle des routes commerciales. Un second signal est apparu rapidement. Alors que les parkings de camions restaient clairsemés dans certains ports traditionnels, l'activité s'intensifiait à Lomé, révélant un déplacement concret de la valeur ajoutée régionale. À partir de là, la question n'était plus de savoir si le Sahel survivrait au choc. Il s'agissait de comprendre comment cette réorientation allait transformer durablement les équilibres économiques ouest-africains. Puis tout a basculé. Avant la fermeture, l'essentiel des flux sahéliens transitait naturellement par Cotonou et Abidjan. Les quais fonctionnaient à plein régime. Les camions descendaient vers le sud, les conteneurs remontaient vers le nord. L'équilibre semblait stable.
Lorsque l'ordre politique de bloquer les frontières est tombé, la mécanique s'est grippée brutalement. Les parkings se sont vidés, les grues se sont immobilisées, les entrepôts ont cessé de tourner. Vient d'abord une phase de déclenchement où un corridor s'arrête. Des milliers de conteneurs restent à quai et les transporteurs suspendent leur rotation. Ensuite, une phase de montée en tension s'installe, les stocks diminuent, les coûts augmentent, les spéculations circulent et les gouvernements attendent l'effet domino. Mais l'effet domino ne vient pas. Au lieu d'un effondrement, un redéploiement s'organise. Les roues tournent vers l'est. Les navires sont réaffectés vers Lomé. Ce pivot n'est pas improvisé, il est assumé politiquement. Ibrahim Traoré soutient l'option togolaise comme voie de continuité stratégique. La dépendance aux anciens corridors est désormais perçue comme vulnérabilité structurelle. Enfin, une phase de répercussion apparaît. Les ports qui avaient fermé leurs portes voient leurs recettes de transit diminuer. Les entreprises locales s'interrogent sur la perte de parts de marché, tandis que le corridor Lomé-Ouagadougou s'intensifie. Le trafic sur cet axe progresse rapidement. Les camions se succèdent, les contrats logistiques se redessinent. Ce n'est plus une crise ponctuelle, c'est un déplacement durable du centre de gravité commercial. Au départ, le corridor Lomé-Ouagadougou traitait un volume limité, calibré pour des flux complémentaires. En moins de 2 ans, ce même axe a absorbé une hausse d'environ 300% du trafic destiné au Sahel. Cela signifie que pour 3 camions qui circulaient auparavant, près de 9 empruntent désormais la même route. L'infrastructure régionale a dû supporter une pression logistique sans précédent. Un premier repère chiffré concerne le temps de transit. Sous l'ancien modèle bureaucratique, un conteneur pouvait mettre jusqu'à 15 jours pour quitter le port et atteindre la capitale burkinabé. Avec le système de port sec et le transit scellé électroniquement, ce délai a été compressé à environ 3 jours. Une réduction de 12 jours transforme radicalement le coût du stockage et la gestion des stocks. Un deuxième repère met en lumière la distance. Près de 1000 km séparent Lomé de Ouagadougou. Chaque heure supplémentaire sur la route renchérit le prix final du riz, du carburant ou des médicaments. Dans un contexte de tension, la logistique devient un multiplicateur direct des prix à la consommation. Un troisième repère touche à l'ampleur humaine. Environ 70 millions de personnes dans l'espace sahélien dépendent de ces flux pour l'alimentation. L'énergie et les biens essentiels. Quand un axe ralentit, ce ne sont pas des chiffres abstraits qui souffrent, mais des marchés entiers et des familles concrètes. Le mécanisme du port sec a déplacé la frontière douanière vers l'intérieur du territoire. Les droits sont perçus à Ouagadougou plutôt qu'au littoral, renforçant la maîtrise fiscale nationale soutenue politiquement par Ibrahim Traoré. La souveraineté logistique devient ainsi un levier budgétaire et non plus une dépendance. Ces données montrent que le basculement n'est ni symbolique ni marginal. Il modifie la vitesse, le coût et la captation de valeur dans toute la chaîne d'approvisionnement régionale. Il serait trop simple de présenter ce basculement comme une réussite incontestée. Des voix critiques existent et leurs arguments méritent d'être examinés avec sérieux. Un premier argument avancé par ces critiques affirme que rediriger l'ensemble des flux vers un corridor plus long augmente mécaniquement les coûts logistiques et affaiblit la compétitivité régionale. Selon cette lecture, dépendre d'un axe de près de 1000 km expose davantage aux risques sécuritaires et aux surcharges d'infrastructures. Le raisonnement est cohérent, car distance rime souvent avec dépenses supplémentaires et vulnérabilité accrue. Cependant, cette analyse omet un élément central. Le système de port sec et la réduction du temps de transit de 15 à 3 jours compensent en partie l'allongement géographique. Moins d'immobilisation signifie moins de frais de stockage, moins de blocage administratif et une rotation plus rapide du capital. La compétitivité ne dépend pas uniquement des kilomètres, mais de l'efficacité globale de la chaîne. Un deuxième argument critique souligne que cette stratégie isolerait davantage le Sahel des partenaires traditionnels et accentuerait les tensions diplomatiques. Certains craignent qu'un réalignement durable fragilise les relations commerciales historiques. Pourtant, le pivot vers Lomé ne supprime pas les anciennes routes.
il rééquilibre les options. Diversifier les accès réduit le risque systémique lié à une dépendance unique. Dans cette perspective, l'approche soutenue par Ibrahim Traoré s'apparente moins à une rupture qu'à une stratégie de résilience. Lorsque l'on place ces deux lectures côte à côte, l'enjeu apparaît plus nuancé. La question n'est pas de savoir si le corridor est parfait, mais s'il offre une marge d'autonomie supérieure à la situation antérieure. Tout a changé à ce moment-là. Ce qui apparaissait comme un simple détour logistique est devenu une redéfinition stratégique du territoire. L'accord entre Lomé et les États du Sahel ne s'est pas limité à ouvrir une route supplémentaire. Il a déplacé symboliquement la frontière économique de plusieurs centaines de kilomètres vers l'intérieur des terres. Le principe du port sec a inversé la logique traditionnelle. Au lieu de subir les contrôles et les délais au littoral, les marchandises sont désormais scellées électroniquement et considérées en transit jusqu'à Ouagadougou. La frontière douanière devient mobile, la valeur fiscale est captée au cœur du territoire. Pour le Burkina Faso, cette architecture soutenue par Ibrahim Traoré n'est pas uniquement technique, elle change la perception de l'enclavement. Un pays sans accès direct à la mer cesse d'être défini par l'absence de côte et commence à se définir par sa capacité à organiser la circulation. Ce basculement crée un effet psychologique. Les acteurs économiques locaux ne se voient plus comme dépendants d'une seule porte d'entrée. Ils intègrent l'idée que la géographie peut être contournée par l'ingénierie institutionnelle et logistique. À partir de là, la discussion ne porte plus seulement sur des camions et des conteneurs. Elle porte sur la manière dont un État redessine son espace d'influence économique. Et ce que l'on observait jusque-là n'était peut-être que la surface d'un changement plus profond encore. À partir de ce pivot stratégique, les effets ne sont plus restés cantonnés aux cartes et aux graphiques. Ils ont traversé les institutions, les entreprises et les marchés locaux. Du côté des États, la pression décisionnelle s'est intensifiée. Les gouvernements sahéliens ont dû sécuriser le corridor, ajuster les procédures douanières et réallouer des ressources budgétaires vers la logistique et la défense. Pour le Burkina Faso, l'option soutenue par Ibrahim Traoré implique d'assumer le coût politique et financier d'un modèle plus autonome. La crédibilité de l'État se mesure désormais à sa capacité à maintenir la route ouverte semaine après semaine. Les entreprises, elles, ont dû recalculer leurs équations. Les transporteurs ont intégré des itinéraires plus longs mais plus fluides administrativement. Les importateurs ont adapté leurs contrats et leurs assurances face aux risques sécuritaires accrus. Certains opérateurs installés dans les anciens ports ont perdu des parts de marché au profit d'acteurs positionnés sur l'axe togolais. Pour les citoyens, l'impact est plus tangible. Chaque variation de coût logistique se répercute sur le prix du carburant, du riz ou des médicaments. Une hausse des frais de transport se traduit immédiatement par une pression sur le pouvoir d'achat. Mais la continuité de l'approvisionnement évite des ruptures brutales qui auraient pu déclencher des tensions sociales. À l'échelle régionale, un nouvel équilibre émerge. Le Togo consolide son rôle de passerelle entre océan et hinterland. Les pays côtiers ayant appliqué strictement les sanctions voient une partie de leurs revenus de transit s'éroder. L'axe nord-sud prend le pas sur les anciennes configurations héritées du passé colonial. Ainsi, la logistique devient un instrument géopolitique à part entière, et plus personne, dans la région, ne peut ignorer que le centre de gravité commercial s'est déplacé. Si la dynamique actuelle se prolonge, le scénario le plus probable est celui d'un ajustement progressif plutôt que d'un bouleversement soudain. Le corridor Lomé-Ouagadougou continuerait de fonctionner comme axe principal. Tout en restant sous tension sécuritaire et budgétaire, les coûts logistiques demeureraient supérieurs à ceux d'un environnement totalement pacifié. Mais la stabilité de l'approvisionnement limiterait les chocs majeurs. Dans cette trajectoire, le modèle resterait viable sans devenir idéal. Un scénario plus optimiste suppose une consolidation structurelle. La modernisation des infrastructures routières et, à terme, la relance d'un projet ferroviaire réduirait les coûts unitaires de transport. Une coopération régionale plus fluide atténuerait les risques sécuritaires et fluidifierait davantage les échanges. Dans cette hypothèse, le Sahel transformerait une crise initiale en opportunité de repositionnement durable.
À l'inverse, un scénario défavorable ne peut être écarté. Une détérioration sécuritaire sur le corridor ou une surcharge excessive des infrastructures pourrait ralentir drastiquement les flux. Des coûts d'escorte et de maintenance trop élevés pèseraient alors sur les finances publiques et sur les prix à la consommation. Un tel enchaînement affaiblirait la compétitivité et raviverait les tensions économiques internes. L'essentiel n'est pas de prédire avec certitude laquelle de ces trajectoires prévaudra. Il s'agit de comprendre que chaque décision logistique prise aujourd'hui façonne l'équilibre économique de demain. Après avoir parcouru les chiffres, les corridors et les scénarios, une question plus intime se pose. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, au-delà des cartes et des déclarations officielles? Si vous faites partie de ceux qui suivent de près l'actualité stratégique, comprendre ce basculement vous donne un avantage d'analyse. Vous percevez plutôt les signaux faibles, les réorientations commerciales et les tensions régionales, mais cette lucidité exige de rester attentif à l'évolution des coûts, des alliances et des risques sécuritaires. Si vous êtes indirectement concerné, par votre activité professionnelle ou par le contexte économique de votre pays, l'impact peut sembler diffus. Pourtant, les variations logistiques influencent les chaînes d'approvisionnement, les prix et la stabilité des marchés. Anticiper ces mouvements permet d'ajuster attentes et décisions sans subir les changements de plein fouet. Et si vous pensez que cette reconfiguration ne vous concerne pas, l'histoire récente invite à la prudence. Les équilibres commerciaux régionaux finissent toujours par toucher la vie quotidienne, parfois plus vite qu'on ne l'imagine. Ignorer ces dynamiques, c'est accepter d'être surpris lorsque les effets deviennent visibles. Quelle que soit votre position, comprendre la logique derrière les choix soutenus par Ibrahim Traoré au Burkina Faso aide à ne pas rester simple spectateur. S'informer, comparer les sources et analyser les données demeure une forme de préparation face à un environnement régional mouvant. Les solutions ne peuvent pas rester au niveau des déclarations. Un corridor ouvert exige des décisions coordonnées, mesurables et suivies dans le temps. Une première étape se joue au niveau étatique. Les autorités doivent donc sécuriser durablement l'axe logistique et investir dans l'entretien des infrastructures routières. L'objectif est clair, réduire les délais de transit et limiter les interruptions imprévues dans les 12 à 24 prochains mois. Le succès se mesure par des indicateurs concrets, comme la stabilité du temps moyen de livraison et la baisse des incidents sur le corridor. Une deuxième étape concerne les entreprises et les opérateurs logistiques. Il s'agit d'optimiser la gestion des stocks, de diversifier les partenaires et d'intégrer des outils numériques de suivi des cargaisons. Une mise en œuvre rapide, sur un horizon d'1 an, permettrait d'absorber les pics de demande sans rupture brutale. La performance se mesure par la réduction des coûts unitaires et par la fiabilité des approvisionnements. Une troisième étape implique les citoyens et les communautés économiques locales, comprendre les mécanismes de prix, soutenir les circuits formels et exiger de la transparence sur les frais logistiques renforce la résilience collective. Cette vigilance doit être continue, pas ponctuelle. Le progrès se constate lorsque les variations de prix deviennent plus prévisibles et moins spéculatives. Enfin, une coopération régionale élargie pourrait consolider ces avancées. Des accords clairs et stables entre pays côtiers et sahéliens réduiraient le risque de blocage futur. En définitive, la stratégie soutenue par Ibrahim Traoré ne produira des effets durables que si ces mesures sont réellement appliquées et suivies. C'est l'exécution, plus que l'intention, qui décidera de la solidité du nouveau corridor. Au début de cette analyse, il était question d'une frontière fermée et d'un corridor inattendu. Cette image reste centrale pour comprendre le chemin parcouru. Entre la paralysie des quais atlantiques et l'intensification du trafic vers Lomé, la région a traversé une phase de tension qui aurait pu déboucher sur un effondrement économique. Au lieu de cela, un redéploiement stratégique s'est imposé, soutenu politiquement par Ibrahim Traoré et par d'autres acteurs régionaux déterminés à éviter l'asphyxie. Nous avons suivi les chiffres, les délais de transit réduits de 15 à 3 jours, la hausse d'environ 300% du trafic sur un axe unique et les conséquences concrètes pour les États, les entreprises et les citoyens,
Ce parcours montre qu'un territoire enclavé n'est pas condamné à l'immobilité, à condition de transformer la contrainte en levier. Mais au-delà des routes et des accords, cette séquence raconte une autre réalité. Elle parle de choix, de résilience et de responsabilité politique dans un environnement instable. Ce corridor n'est pas seulement une route commerciale. Il est devenu le symbole d'une capacité à redéfinir sa position dans le jeu régional. Et désormais, la question n'est plus de savoir si la géographie enferme. La vraie question est de savoir qui décide d'en faire une barrière ou un passage. Si cette analyse vous a permis de voir plus clairement les dynamiques à l'œuvre, alors elle a déjà rempli une partie de son rôle. Chaque lecteur ou spectateur peut en tirer une conclusion différente, selon son expérience et sa position dans la région. Si vous estimez que cette reconfiguration logistique mérite d'être mieux comprise autour de vous, vous pouvez partager cette réflexion avec d'autres personnes intéressées par l'évolution du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Plus la discussion est informée, plus les débats gagnent en profondeur et en nuances. Vous pouvez également participer à l'échange. Selon vous, quel est l'élément le plus déterminant dans ce basculement? La stratégie politique, l'innovation logistique ou le contexte régional? Les transformations en cours ne concernent pas uniquement des gouvernements. Elles façonnent un espace commun où décisions publiques, initiatives privées et attentes citoyennes s'entremêlent. Comprendre ces évolutions, c'est refuser de rester à la surface des événements. C'est choisir de regarder au-delà des frontières apparentes pour analyser les forces qui redessinent la carte économique du Sahel.